Nives ou les cœurs volatiles, un roman de Sacha Naspini, traduit de l'italien par Jean-Luc Defromont. En vérité, Loriano saisit un instant plus tard, mais il n'en dit rien. Il attendit que Nives le fasse. 2 mots secs lui arrivèrent de l'autre bout du fil. La comparaison. Ah, ça. Tu es condamné à vivre sous les yeux de cet Apollon qui te faisait brûler de désir quand tu étais jeune. Lui, il est resté intact, alors que toi, tu es devenu un paquebot. Il ne faut pas exagérer quand même. Une belle torture. Botaille soupira. Il jeta un coup d'œil en direction de la chambre, où la lumière était encore allumée et où le concert nasal battait son plein. Il éprouva une grande tendresse envers la femme qui reposait là. Du côté de Donatella, le sommier était concave. Elle enfilait de grandes chemises de nuit pour dormir, même au plein cœur de l'été. Et quand il faisait l'amour, elle éteignait la lumière. Ça faisait des années que Loriano ne la voyait pas complètement nue. « Ça reste une belle femme, dit-il. Sans aucun doute. Sa Rosaltea à elle, c'est Renato, murmura Botaille avec une ombre de sourire sur les lèvres. On peut le dire comme ça. La vague de leur bavardage vint de nouveau mourir dans cette mare de néant qui fait qu'on peut conclure « Très bien. Merci pour le coup de fil. Bonne nuit. » Mais tant de monde avait été ouvert. Loriano fut surpris de découvrir qu'il lui fallait prolonger la conversation 2 minutes. D'ailleurs, ce n'était pas lui qui avait appelé. À part le sommeil, il n'avait rien à perdre. « Nives, tu sais à quoi je pense ? » ?»« Non, à quoi ? » ?»« Donatella, c'est ma Rosaltea. Ou du moins, une de celles que je vois. »« Je te l'ai dit. Elle fait des détours pour vous prendre. » Loriano soupira. « Vieille idiote, se dit-il, sans pour autant que se dissipe cet élan de mélancolie qu'il avait soudain cueilli là, en robe de chambre, à côté du guéridon du téléphone. Après Amadeo, elle a craqué. Elle faisait souvent des scènes à cause de son poids. Elle s'en prenait même à moi. C'est peut-être là que j'ai commencé à lever le coude. C'est là que sa vengeance a commencé. J'ai l'impression de parler à un mur. Quoi ? Rien. Parfois, il vidait son sac. Je m'en souviens comme si c'était hier. Qui ? Renato. Tu aurais dû le voir. Torse nu, au bord de la rivière, en plein mois de juillet, avec les cigales tout autour. Un bronze. L'épanchement sentimental prit fin pour Botaille. À la place de Nives, il imagina sa femme encore jeune, s'apprêtant à renfiler sa culotte. Jamais il ne l'aurait avoué, mais voilà qu'il se trouvait presque jaloux. Comme ça, un mardi soir comme un autre, il éprouvait un sentiment de rancœur matiné, d'une sorte de plaisir à s'immerger dans ce magma de petits traumatismes. Qu'est-ce qu'il disait ? Rosaltea ne le laissait jamais en paix. Elle s'était mise à le suivre. Elle tombait sur elle, à tous les coins de rue. Elle l'inondait de lettres qu'il ne lisait même pas. Un après-midi, après nos petites affaires, il m'a dit « Peut-être qu'elle est dans les parages en ce moment. » J'étais encore seins nus, j'en ai eu des frissons. À partir de ce jour-là, quelque chose a changé. C'était difficile de dire non à Renato. Une fois qu'on avait débouché cette bouteille, on n'avait qu'une seule angoisse, parce qu'un nectar comme ça, on ne le trouve pas dans n'importe quelle cave. Au bout de 10 minutes, on aurait déjà repris le flacon en main. Je ne sais pas si je suis claire, mais très claire, Nives, très claire. Mais l'idée d'être espionné par une amoureuse cinglée, ça changeait tout. Il ne suffisait pas de se donner rendez-vous ailleurs, dans le vallon ou au fond d'une ruelle. Le regard noir de Rosaltea restait une possibilité. Peut-être que ça lui plaisait, à Renato, d'être observé. C'était un amant très doué, avec toute une série de fixettes bizarres. Si une fille lui tombait entre les mains, elle ne pouvait pas s'empêcher de lui donner satisfaction. Et puis, on était toutes avides de découvertes. Continue, s'il te plaît. À un certain moment, c'est devenu le 2e sujet de conversation entre nous, les filles. Le premier, c'était les petits jeux qu'on avait pratiqués récemment. Puis, on finissait toujours par en venir à Rosaltea. Elle s'était mise à nous viser, nous aussi, cette folle. Et la plus perturbée par ses méchancetés, c'était Donatella.
On parle toujours de ma Donatella, n'est-ce pas? Et de qui d'autre sinon? Loriano soupira. Ouais, de qui d'autre? On trouvait des soucoupes devant notre porte. Des soucoupes pleines de pisse. Personne ne m'en a jamais parlé. Et des cordelettes tressées sur le rebord des fenêtres, avec un petit caillou dedans. On dirait des trucs de sorcière. Fernanda a attrapé une crève qui ne voulait pas guérir. Ça arrive avec le changement de saison. Elle avait des glaires, en veux-tu, en voilà. C'est qu'à l'époque, les maladies duraient plus longtemps. Lorenza, elle s'est mise à se gratter les coudes et derrière les oreilles. À force de se griffer, elle s'est fait des taches de sang à fleur de peau. Ça s'appelle le psoriasis. C'est aussi un effet de la nervosité. Donatella a eu pire. Ma Donatella? Sa chatte puait la mort. Quoi? Pas moyen de se débarrasser de cette odeur, c'était à vomir, même à 20 mètres. Elle entrait dans les magasins, et c'était la débandade. Ça en est arrivé au point où elle ne sortait plus de chez elle. Loriano jeta de nouveau un regard vers la chambre. Voilà pourquoi Donatella ne l'avait jamais mis au courant de ses expériences juvéniles. Elle s'était soldée par une infection vaginale embarrassante. Mais il lui pardonna tout, si tant est qu'il y ait quelque chose à pardonner. « Et toi, il ne t'est rien arrivé ?» demanda-t-il avec une pointe d'ironie. « J'ai perdu le sommeil. » Un truc toujours d'actualité, on dirait. Au bout d'une semaine d'insomnie, je ne me rappelais même plus où j'habitais. Maman me faisait avaler des grands verres de camomille et de valériane avant de me mettre au lit. Rien à faire. L'autosuggestion, ça peut jouer de vilains tours. Nives poursuivit, comme si elle revivait ces moments. L'une avec la crève, l'autre avec des plaies. Donatella, cloîtrée dans sa chambre avec sa puanteur de charogne, et moi, qui n'étais plus que l'ombre de moi-même. Une belle invasion de microbes et d'affections variées. C'était clair qu'on était victime d'une malédiction. On s'était bien amusé avec Renato, mais maintenant, on avait la chair de poule rien qu'en entendant son nom. Mieux vaut tard que jamais. Un matin, ils ont emmené Frida à l'hôpital. D'après ce qu'on a réussi à savoir, elle s'était mise à pisser le sang par le nez. Elle en avait mis plein les draps, pas moyen d'arrêter l'hémorragie. Elle s'est calmée, elle aussi. Après ça, elle n'avait plus Dieu que pour son mari. Vous vous refiliez les bactéries et les angoisses. Pour Renato, ça ne changeait rien. Il allait courir le jupon ailleurs, il s'était mis à traîner en ville. Je m'en souviens. Des fois, on prenait le car ensemble. Moi, chargé de livres, lui, avec son blouson en cuir de pilote américain. J'aurais adoré en avoir un, mais ça coûtait tellement cher. Je me revois pendant le trajet, recroquevillé dans mon siège avec mes notes. Lui, il regardait dehors. Il avait déjà recommencé. À faire quoi? À aller chez les vieilles émoustillées. Ah, tu dis? Oui, je dis. Il disparaissait du lundi au samedi. Certaines femmes mariées perdaient la tête, même si la malédiction en avait déjà calmé la plupart. Le plus dur, c'était de tenir le cap quand on se retrouvait nez à nez avec lui. Il nous paralysait avec ses yeux verts, et on était déjà en train de mouiller. Il fréquentait un atelier. Comment? Il aimait la peinture, il était devenu l'assistant d'un artiste qui s'était pris d'affection pour lui. Et comme ça, il apprenait à peindre. Oui, c'était sa fixation à l'époque. Il se baladait toujours avec sa petite boîte usée, ses fusains et ses pastels gras. Un truc qui nous faisait tomber amoureuse de lui, c'est qu'il nous dessinait après l'amour. On le laissait faire. On lui laissait tout faire à celui-là. On étalait nos cheveux sur l'herbe et on restait comme ça, nus au soleil sous son regard. C'était comme se donner à lui une deuxième fois. Pour avoir une idée des filles avec qui Renato Pagliucci couchait à l'époque, il suffisait de regarder ses carnets où il se faisait la main. Nos cuisses étaient encore dégoulinantes et déjà, il trempait un autre type de pinceau, qui nous pénétrait pareil, peut-être même un peu plus profond. Loriano avançait sur un terrain miné. Chaque mot risquait de lui jeter à la face l'image d'une Donatella sans aucun voile, à moitié ruisselante. « Maestro », dit-il, pour bousculer le cours de la conversation. Quand il parlait de lui, c'était comme ça qu'il l'appelait. « Qui ?»« Machin, là, le peintre, celui de l'atelier. » Ils étaient amants. « Nives, mais qu'est-ce que tu racontes ?»« Eduardo Giambattista Freschi Valeri. »
Pour dire son nom, il fallait prendre un jour de congé. Ils étaient amants. Voilà, c'est le genre d'ânerie que je ne veux pas entendre. Pire que cette histoire de Rosaltea qui revient d'entre les morts pour vous tuer à la fin de votre vie. Il posait pour lui. Ça n'a rien à voir. L'autre, il dessinait des Christ nus. Des Christ nus, qui étaient en fait, si tu vas voir ces tableaux de l'époque, tu trouveras beaucoup de Renato Pagliucci sur la toile. Son visage, son corps, et même ses grains de beauté. Au village et en ville, il y en avait presque un par maison. Ça leur faisait plaisir, à la moitié des femmes de la province, d'avoir un Apollon à portée de regard. Au grand jour, tandis que leur mari lisait le journal dans leur fauteuil. Bothaï passa mentalement en revue son appartement. Aucun tableau de crucifixion ou dans le même style. Il poussa un soupir de soulagement. Il se sentait intrigué par la vie secrète de son ami de longue date qui refaisait surface. Ce qui faisait sa réputation à l'époque, dit-il, à part les femmes, c'était les bastons avec les soupirants jaloux. Il arrivait au bar avec un œil au beurre noir et une lèvre fendue. Et nous, on était envieux de ses trophées. Je trouve ça sympathique qu'il ait été immortalisé sous les traits de Jésus. En tout cas, c'était une manière de faire son apprentissage. Le peintre, il payait son élève sublime en lui offrant ce stage. Les riches trouvent toujours un moyen de ne pas délier les cordons de leur bourse. Il faut aussi dire que la plupart de ces bleus, il ne les devait pas au fiancé cocu. À qui alors ? À son père. Le vieux Bardot, lui-même, une vraie merde. Pourtant, avec nous, les jeunes, il était toujours de bonne humeur. Parfois, il nous offrait même des cigarettes ou des bonbons. Le soir, il en filait encore plus à son fils sous forme de beignes. Bothaï réfléchit un instant. Qu'est-ce qui déplaisait tant à ce père dont le fils beau comme un dieu tombait les femmes du matin au soir ? Pour un type de son espèce, ce genre de succès était un gage de la qualité de leur sang. Presque comme si c'était lui qui marquait ses femmes mariées et ses jeunes filles. « Qu'est-ce qui lui allait de travers ?» demanda-t-il. « La peinture, par exemple. Sauf si c'était pour rafraîchir une façade ou les murs d'une cave, ça faisait raffinement de pédale, si tu vois ce que je veux dire. » Loriano secoua la tête. Il était plus sophistiqué que ça, Bardot. Pour les gens, c'était le gars que tout le monde a envie d'avoir pour ami. Mais chez eux, entre quatre murs, il menait la vie dure à son fils. Le boulot, pour commencer. Hors de question de l'envoyer aux Beaux-Arts, il devait compter leurs sous. Mais Renato n'écoutait pas. Il se voyait, la palette à la main. Il descendait le talus de la rivière avec le visage cabossé. Et tu veux savoir la vérité ? Vas-y. Il nous faisait encore plus craquer. On devenait les petites infirmières de la Croix-Rouge dont il avait besoin. Si ce n'était pas un blasphème, je dirais qu'il était encore plus beau, esquinté. Ses lèvres charnues, fendillées par les nions, quand il riait, il se rouvrait et saignait. Ça explique l'épidémie de pépins de santé. Bardot, c'était un gros buveur. Dehors, c'était l'ami de tout le monde. Dedans, il faisait la loi en se comportant comme un gros fasciste aviné. Quand Renato arrivait à la rivière avec le visage amoché, il y en avait certaines qui faisaient le signe de la croix parce que les minutes étaient comptées et qu'il n'avait pas envie de les perdre en bavardage. Moi, au contraire, j'aimais bien ces moments-là, encore plus quand on se déshabillait. Enfin, n'exagérons pas. Loriano se sentit offensé pour son ami. Vous vous serviez de lui, comme il se servait de nous. Il cherchait du réconfort, d'après ce que je comprends, plus pour son âme que pour son corps. Avec moi, il le trouvait, pas avec d'autres. Bothaï accéléra le mouvement. En tout cas, c'était cuit pour la peinture. Il a fini par devenir chauffeur d'autocar, toujours dans le même trajet, celui où je le rencontrais tôt le matin avec son beau blouson d'aviateur. C'est sa Rosaltea à lui. Eh oui, soupira Loriano. Et puis, le peintre a été retrouvé mort. Quoi ? Au milieu de ses tableaux, dans son grand atelier, un couteau planté dans le ventre. Je n'étais pas au courant. Pourtant, c'est un fait divers qui a fait du bruit, mais on s'en fiche des artistes dans les villages. Fernanda l'a lu dans le journal. Un après-midi, elle nous a réunis avec les yeux qui lui sortaient de la tête. Dans quel but ? On ne se l'est pas dit tout de suite. On risquait de se retrouver sur une pente vraiment savonneuse. C'est Lorenza qui a mis des mots sur nos soupçons. D'après vous, c'est un coup de Rosaltea ? Arrête, je t'en prie.
C'est exactement ce que j'ai dit. L'accuser de jeter des mauvais sorts passe encore, mais là, c'était beaucoup plus scabreux. En effet, Bothaï en eut l'estomac noué. Toutes ces spéculations revenaient, quoi qu'il en soit, à souiller la mémoire d'une morte. « Tu connais Donatella ?» poursuivit Nives. « Un rien lui fait peur. Elle a dit « Rosaltea le veut pour elle ». Fernanda en a rajouté une couche. « Renato, s'il est allé se perdre en ville, c'est à cause de sa fréquentation avec le peintre. » Et j'ai mis la cerise sur le gâteau, mais sans le vouloir, un peu comme on dit une blague. Si vous allez par là, c'est peut-être aussi le fait qu'il se montre nu sur les tableaux qui énerve Rosaltea. Quand on est débile, ce n'est pas à moitié. Vous vous ennuyiez beaucoup. Dans la rue, on échangeait des regards avec les femmes mariées qui avaient fréquenté le beau gosse du village. On se disait bonjour du bout des lèvres. Ça voulait dire surveillons nos arrières. Loriano ricana. Quelle exagération. En tout cas, ça a été un coup dur pour Renato. Après les interrogatoires, il a arrêté d'aller en ville. Bardo le lui a dit clair et net en un soir. Regarde où elle t'a mené, ta lubie de petits dessins. Il avait tout le temps la mine sombre. Il s'est même mis à lever le coude plus qu'il ne le faut. Il avait évité de le faire jusque-là en vous voyant perdre vos soirées au bar, vous autres, et vous bousiller la santé. Parfois, il essayait de reprendre ses vieilles habitudes, comme s'il voulait se secouer. « On va dessiner ?» il demandait. Mais maintenant, il se faisait rembarrer même par les moches. Ils l'ont trouvé ? Qui ça ? Celui du coup du couteau. Ils ont mis ça sur le compte d'une histoire de dette non remboursée, un truc dans le genre. Je suis prêt à parier. Pas de nom, pas de visage. C'est ça. Alors vous êtes allé vous embourber dans cette théorie sur Rosaltea. Forcément. C'est on ne peut plus logique. Personne ne l'aurait jamais soupçonné. Sauf vous. Sauf nous. Et Renato. Lui, c'était différent. Pourquoi ? Il ne faisait pas attention à elle. Des amourettes tout feu tout flamme, il en avait eu à l'appel. Pour lui, c'était une adoratrice comme les autres. Il la laissait mariner, folle de désir. Ça lui plaisait d'être courtisée. Mais elle n'était pas si bête. Elle le filait dans la rue comme avant, sauf qu'elle avait appris à ne pas se faire pincer. Pour Renato, elle faisait partie de toutes celles qui s'étaient résignées après le feu de paille. Tu parles. Qu'est-ce qui te fait dire ça ? C'est facile, on la suivait. Loriano écarquilla les yeux. Rosaltea suivait Renato. Et vous suiviez Rosaltea ? Elle avait peut-être assassiné un peintre, hein ? Et Donatello, c'était une de ces folles furieuses ? À force de se mettre de la pommade à la menthe, l'infection de sa petite culotte avait fini par passer, mais c'était la plus angoissée de nous toutes. Elle était rongée par cette idée fixe. Il fallait qu'elle sache où était Rosaltea, sinon elle l'imaginait dans son dos. Alors elle la suivait. Mais ça ne lui suffisait jamais. Pour être tranquille, il aurait fallu qu'elle vive collée à ses basques, même quand elle allait aux toilettes. Bothaï regarda vers la chambre. C'est fou. Elle avait deux vies. Une normale, décontractée et souriante, et l'autre, dans l'ombre. Rosaltea, tu veux dire ? Oui. Qui était serveuse chez Momo. Quand elle enlevait son tablier, elle devenait une autre. Beaucoup se retournaient quand elle passait entre les tables. Elle avait une face cachée, mais un sourire à réveiller un mort. On se relayait. Comment ça ? Certaines d'entre nous faisaient des études. Lorenza et Fernanda, par exemple. Moi, j'étais stagiaire à mi-temps chez Fracassi, l'entreprise de nettoyage. Ah, le mythique Taddeo Fracassi. C'était Donatella qui avait la meilleure situation. Elle touchait déjà un plein salaire. Encore aujourd'hui, ça lui arrive de sortir son matériel et d'aller chez certaines clientes qui ne jurent que par elle. Ça, c'est les bons jours. Le soir, elle s'assoit à la table du dîner, un peu plus recentrée sur elle-même. Comme elle travaillait en famille, elle se prenait beaucoup de liberté. Et elle gaspillait ce temps-là à courir après cette pauvre fille. Nous autres, à la longue, on a fini par se lasser. Au début, ce genre d'histoire nous intriguait. Puis, elle passait vite à la trappe. À cet âge-là, tout est accéléré. Moi, par exemple, un beau gars de la campagne qui déboulait sur la place du dimanche avait commencé à me taper dans l'œil. Le pauvre Anteo. Petit à petit, on a arrêté de perdre notre temps comme ça. Rosaltea ou pas,
Le peintre avait été enterré. On avait l'impression de participer à une affaire mystérieuse. Un point, c'est tout. Bien dit. Sauf Donatella, qui n'arrivait pas à se résigner. Mais si elle avait envie de perdre des heures en filature, ce n'était pas notre problème. Elle venait nous faire ces drôles de comptes rendus qu'on écoutait comme on aurait écouté un roman feuilleton, à la radio. Puis elle est tombée sur quelque chose. Quoi ? Rosaltea avait un homme. Ça alors ? Il se voyait le mercredi, tard dans la nuit, au terrain de sport, à 2 pas du restaurant. Elle finissait son service et au lieu de rentrer chez elle, elle partait dans l'autre sens. Pense à ça, le mercredi hors saison. Si Momo faisait 3 tables, c'était Byzance. Bref, comme aujourd'hui. C'est la preuve. La preuve de quoi ? Qu'elle avait ses aventures. Elle avait souffert d'être utilisée comme un gant par le garçon de ses rêves, mais elle avait renoncé. Elle était passée à autre chose. Rien à voir avec ces histoires de malédiction et de soupçons terribles. C'était Bardo. Qui ? L'homme de Rosaltea. Loriano dut s'appuyer sur le guéridon. Qu'est-ce que tu dis ? Lui-même. Nives. Ce sont des choses que, comme elle ne pouvait pas avoir le fils, elle prenait le père en cachette, histoire de rester dans la famille. Ça lui faisait quand même un lien avec Renato. Je n'y crois pas. Je ne l'ai pas inventé. Vous avez du mal voir. On a vu ce qu'on a vu. Ce n'est pas sympa de soupçonner Rosaltea de ça. Le vrai salaud, c'était Bardo. Il frisait la 50aine à l'époque. Ça devait lui paraître irréel de mettre les pattes sur une petite jeune qui n'avait pas 18 ans. Pour autant que je sache, il est encore dans une maison de retraite. Il doit avoir 100 ans. Ils se retrouvaient au terrain de sport et ils faisaient ce qu'ils avaient à faire. Dès qu'ils s'y mettaient, on s'en allait avec la chair de poule. Bardo, à l'époque, on le voyait comme un vieux croulant. Quelle histoire. Elle était bien tordue, Rosaltea. Et Pagliucci, il continuait à la traquer. Dès qu'elle avait un moment de libre, elle ne pensait qu'à ça. Bizarre. Je ne me souviens pas d'elle à l'époque. Pourtant, Renato faisait partie de la bande. Et quand on a eu les premiers permis de conduire, il nous accompagnait souvent dans nos virées nocturnes. Même si plusieurs d'entre nous faisaient la tronche en le voyant se pointer, surtout qu'il avait quelques années de moins. Mais ce n'était pas pour ça. Quand il entrait dans un dancing, il attirait le regard de toutes les filles, et celui des petits amis, et des soupirants jaloux. Ça lui arrivait de se battre pour un rien. En fin de compte, ça faisait partie de l'amusement. Il faut dire qu'il ne se défilait pas, au contraire. Parfois, quand il descend chez nous pour une grappa, on reparle de tout ça. Et Donatella, qu'est-ce qu'elle dit ? En général, elle reste errée dans le salon, devant la télé. Elle a honte ? Je ne crois pas. C'est juste que ça ne l'intéresse pas, nos exploits de jeunesse. Elle préfère les téléfilms. C'était elle la plus obsédée. Par quoi ? Par les mystères et ce genre d'intrigue. Depuis que je la connais, elle ne m'en a jamais dit un mot. Ça te paraît normal ? Elle a honte. Et toi, à ce pauvre Anteo, tu lui as raconté tout ça en détail ? Non, monsieur. Jamais ? Même pas cette histoire de malédiction ? Non, monsieur. En attendant, tu me déballes ces histoires sur ma femme. Je n'ai pas encore compris si c'était pour semer la zizanie ou je ne sais quoi. On a abordé ce sujet par hasard, un mot en entraîne un autre, et voilà comment on en est arrivé là. Je tiens à ce que vous restiez serein. Qu'est-ce que tu crois ? Si tu le dis. Bon, alors, tu me parlais de cette obsession. Nives eut besoin d'un moment pour retrouver le fil de son récit. Une fois que Donatella a découvert les rendez-vous secrets au terrain de sport, elle s'est mise à ruminer. Et elle a fini par arriver à son verdict, qu'elle nous a balancé tout cru. Je t'écoute. C'était Bardo qui avait poignardé le peintre. Quelle pensée profonde. D'après elle, ce n'était pas tiré par les cheveux de croire qu'il avait découvert la petite histoire d'amour entre Renato et l'artiste. Qui reste à prouver entre parenthèses. Qu'est-ce que j'en sais ? Il a pu tomber sur un billet, 2 lignes sur un bout de papier. Une chose est certaine, tu pouvais tout dire à Bardo, sauf que son fils était pédé. Au minimum, tu risquais de te faire étriper. Après un instant de réflexion, Loriano se rangea à l'avis de son ami. Le vieux Pagliucci était du genre à laver dans le sang et à affronter sa famille.
Copain tant que vous vouliez, mais toujours prêt à exploser pour un rien. Un homme d'un autre temps. La façon dont il se comportait avec les chiens de chasse, un peu stupide, avait toujours choqué le vétérinaire. Ils crurent entendre sa grosse voix rude un jour où ils partageaient un banc du petit café. Je ne gaspille même pas une balle de fusil pour eux. Il emmenait les bêtes déficientes dans les fourrés. Il les appelait, un biscuit à la main. Il leur faisait renifler, et tandis qu'ils frétillaient de la queue, de l'autre main, il leur enfonçait sa lame dans la jugulaire. Et le biscuit, c'était lui qui le mangeait. Un frisson parcourut Loriano. C'est une accusation grave. De la même façon, il a pu fermer le clapet de Rosaltea une fois pour toutes. Carrément. On verse dans la science-fiction, là. Pense-y un peu. Peut-être qu'elle était au courant de l'histoire entre Renato et l'artiste. Peut-être qu'elle faisait chanter le beau gosse. Il y a une autre éventualité qui serait déjà suffisante en soi. Bardo se l'a fait plusieurs fois, puis il décide un soir de mettre le point final. Trop risqué. Un scandale peut éclater d'un moment à l'autre et briser plusieurs familles. Rosaltea s'est jetée du haut du clocher devant tout le monde. Faux ? Bon sang, mais j'y étais. Vous avez juste entendu un bruit sourd. Il n'y avait pas besoin d'en savoir davantage. Comment a-t-elle fait pour entrer dans l'église ? Pourquoi personne ne l'a vue ? Tout à l'heure, tu as dit un truc important qui m'a fichu la trouée, mais qui a aussi allumé une petite lumière dans ma tête. Qu'est-ce que j'ai dit ? Qu'elle était en chemise de nuit. C'est la vérité, insista Loriano. J'étais là, je l'ai vue. Pieds nus ? Exactement. Une fille traverse la moitié du village de chez elle jusqu'à l'église, au moins 5 minutes de marche, en chemise de nuit, pieds nus, et personne ne dit rien ? Eh bien, tu as parlé d'un autre détail aussi. Quoi donc ? Les étals du marché. Oui. C'était donc un jour de marché. Bah oui, puisqu'il y avait les étals. Donc un jeudi. Comme d'habitude. Et ça te fait penser à quoi ? Ça me fait penser à quoi ? Le lendemain. Nives, tu me fais exploser le cerveau. C'était quand, les rendez-vous au terrain de sport ? Mercredi, dans la nuit. Et la chute du haut du clocher, elle a eu lieu quand ? Loriano fut obligé de l'admettre. Jeudi matin. Quelques heures plus tard. Ça peut être un hasard ? Bien sûr. Il y a autre chose. Tu me fais penser au lieutenant Colombo. Elle n'a pas hurlé. C'est ce que tu as dit. Bottaille revit aussitôt l'extérieur du café où il bavardait avec ce pauvre Tancredi, son vieil ami, qui parvenait toujours à le faire rire d'un rien. Il entendit de nouveau le bruit sourd. Je pourrais le jurer devant un juge, même pas un souffle. Ce n'est pas normal. C'est instinctif de hurler quand on se jette dans le vide. La peur, ça peut couper le souffle. Ou alors elle était dans un état second. Je veux dire, est-ce qu'on est vraiment sûr que Rosaltea est passée dans l'autre monde en s'écrasant sur le pavé ? Et si elle avait été endormie avant ? D'ailleurs, c'était une brindille. Oui, mais pas au point qu'on puisse la mettre dans sa poche. C'est cette histoire de chemise de nuit qui m'a mis la puce à l'oreille. Bottaille se sentit un peu bête, mais il finit par envisager la machination élaborée par Nives. La surprendre dans son lit, dit-il néanmoins, l'assommer et la porter en haut du clocher, ça me paraît plus retors comme hypothèse que celle de la fille qui passe en courant par les ruelles les moins fréquentées, les plus escarpées et pleines d'escaliers. Elle se faufile en catimini dans l'église pendant que tout le monde est occupé à acheter des aubergines. Elle monte là-haut et elle se fiche en l'air. Fin de l'histoire. À quelle ruelle tu fais allusion ? Mais qu'est-ce que j'en sais ? Celles à l'arrière, celles qui sont trop raides pour les fémurs des vieux, et donc toujours désertes. Il n'y a que les chats qui passent par là. C'est une idée qui m'est venue comme ça. Arrête de sous-peser le moindre de mes mots. Mais ça tiendrait la route. Dommage que ce soit les inventions de 2 insomniaques. Mais ça tiendrait la route. Bon, tu me donnes raison, oui ou non ? Pas du tout. Bardo la prend,
Il emprunte les rues les moins fréquentées et il la jette du haut du clocher. Loriano avait vraiment le cerveau en compote. Il coupa court à ses élucubrations en poussant un soupir. Et maintenant, je suis fatigué. Tu as un caillou à la place du cœur. Rien ne te touche. Il haussa les épaules. Et qu'est-ce qu'on devrait faire? Aller frapper chez les carabiniers pour leur déballer ses sornettes? Et dans quel but? Envoyer en prison Bardot, qui ne se souvient même pas de ce qu'il a mangé au petit déjeuner? C'est nous qu'il finirait par emmener. Et en ambulance? Elle nous le demande. Qui ça? Rosaltea. Elle nous hurle sa malédiction pour qu'on fasse éclater la vérité et qu'elle puisse enfin reposer en paix. Nives, la solitude ne te réussit pas trop. Je n'ai jamais eu l'esprit aussi éveillé. Loriano jeta un coup d'œil à sa montre. Pareil pour moi. Regarde tout ce qu'il a fallu pour en arriver là. Anteo au cimetière. Mon idée d'animal de compagnie. Ah oui, la poule. Botaille crut entrevoir une issue. Elle dort encore? Nives jeta un coup d'œil vers le salon. Mon Dieu, quelle frousse! Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est toujours là, dans le fauteuil, complètement immobile. Peut-être qu'elle est possédée. Rosaltea l'a figée pour que je prenne mon téléphone et... Tu as déjà entendu parler d'un fantôme qui s'empare d'une poule? Ça ne parle même pas, les poules. C'est des êtres purs. Se glisser dans la peau d'un humain, c'est plus compliqué. Te voilà devenue sorcière maintenant. Grand-mère Landa savait chasser le mauvais œil, et il y avait des paysans qui lui apportaient une demi-épaule de porc pour qu'elle leur lise l'avenir de leur terre avec son pendule. Je les connais, ces choses-là. Leur esprit qui viennent hanter les poules. Ça arrive aussi aux chats, d'ailleurs. Et aux faisans? Ne fais pas l'imbécile. Un jour, on nous a emmené une fille belle comme le soleil. Elle s'était réveillée avec une vipère sous son oreiller. Depuis, elle perdait ses cheveux. Je me souviens d'elle comme si c'était hier. Elle s'appelait Zahira. Une grosse frayeur, ça peut faire un effet encore pire. Pas du tout. C'était le mauvais œil. Grand-mère Landa a préparé une de ses potions, puis elle a donné un coup de canard à la fille. Un coup de canard, qu'elle devait garder entre son sommier et son matelas. Oh, je t'en prie. Elle devait rester là d'une nouvelle lune à l'autre. Ça devait bien puer. De fait, cette Zahira a arrêté de perdre ses cheveux par paquet. Ça existe, ces choses-là, mon coco. Loriano éprouva un élan de tendresse inattendu. C'était la première fois que sa vieille amie lui dévoilait ainsi certains traits de sa personnalité enracinés dans l'ignorance populaire. En fin de compte, ça ne lui coûtait rien de la laisser croire aux voyants et aux filtres, aux pierres magiques et aux morts qui vous parlent à travers le cri de la chouette. Chacun est libre de choisir la solitude qu'il souhaite. Même une explication délirante peut tenir compagnie. Le vétérinaire remit la conversation sur les rails. Souffle-lui dessus. Pardon? Prends ta bestiole et souffle-lui sur le bec. Comment ça? J'ai vu ça dans un spectacle de magicien. Mais dans ce cas, c'était une colombe. Le magicien l'endormait, puis il lui soufflait sur le bec pour la réveiller. Nives réfléchit un instant. Quoi? Non, ça me dégoûte. Et pourtant, tu lui donnes la béquée comme à un enfant. Et vu ce que tu me racontes, ça ne m'étonnerait pas que tu lui laves le derrière le soir. Lui souffler dessus, ce n'est rien du tout. Peut-être qu'elle aura un choc, qu'elle ne me reconnaîtra pas, et qu'elle me mordra le nez. Loriano leva les yeux au plafond. Tu es toujours en train de faire des hypothèses sur tout. On ne peut pas vivre comme ça. Pour la seconde fois, Nives rétorqua. Occupe-toi de ce qui se passe chez toi. Je me débrouille très bien dans la vie, qu'est-ce que tu crois?